Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Mais au final, de toute façon, même si tu fais pas ces efforts-là ou ces sacrifices, tu vas te retrouver avec d'autres difficultés. Donc, autant qu'elles soient faites vers Dieu, tu vois ce que je veux dire. Et puis, de toute façon, Allah n'abandonne pas ceux qui vont vers lui. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Zidani. Mehdi vit à Dubaï et travaille actuellement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Plus tôt, Mehdi a fait des études dans la célèbre école Al-Azhar en Égypte. Dans cet échange, il nous explique entre autres d'où lui est venue cette volonté de tout plaquer pour partir apprendre sa religion et comment s'est déroulée son aventure là-bas. Il y avait des frères avec je voyais pas depuis longtemps, puis après, tu les rencontrais. Et puis, par exemple, parfois, tu vois des gens depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, quand tu leur dis quoi de neuf, ils disent, bah, rien de spécial. Et ça m'a fait peur, ça, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir rien de spécial à dire après des années. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Mehdi, Wa alaykoum salam, Abdelrahman. ou Mehdi, je sais pas comment on t'appelle en général, Mehdi, Mehdi, Mehdi. Mehdi, allez, prononce bien comme il faut. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Et toi? Ça va très bien, alhamdoulilah. Pour commencer, je te propose de te présenter, d'en dire le maximum sur toi en 30 secondes. Ok, donc je m'appelle Mehdi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en France. J'ai fait un master, enfin une école de commerce en France. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans comme prof avant de partir étudier Sharia à Al-Azhar en Égypte. Et Mhm. après Al-Azhar, j'ai été recruté à Dubaï pour travailler sur la philanthropie islamique avec l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, qui s'appelle le HCR, le Haut Commissaire des réfugiés, pour les réfugiés de l'ONU. Ouais, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai vu ton profil. Dans ton profil LinkedIn, c'est écrit philanthropist pour les Nations Unies, en anglais Philanthropist for UN Refugee Agency, et ça m'avait attiré l'attention. Est-ce que tu peux présenter ce que tu fais du coup? Bien sûr. Donc, les Nations Unies, enfin l'organisation, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, donc le HCR, euh, s'occupe, a comme mandat de protéger les réfugiés dans le monde entier. On est dans plus de 130 pays. Et on parle le dernier chiffre, là, donc 79,8 millions de personnes qui ont été forcées d'être déplacées. Euh, Ça représente 1% de l'humanité. Et donc, vu les besoins énormes de cette crise, enfin, ou pour répondre à cette crise, il y a plusieurs initiatives qui sont faites pour lever des fonds, pour pouvoir financer tous les programmes que nous avons, parce que quand je dis le mandat, c'est de protéger les réfugiés, ça, en dessous de, enfin, où ça intègre, ça inclut tout ce qui va être, le logement, le soutien ou l'assistance pour tout ce qui est hygiène, tout ce qui est eau, tout ce qui est inclusion économique, c'est-à-dire que les aider à monter leurs projets, etc. Même l'assistance avec le cash directement, en distribuant du cash. Donc il y a plein de programmes et si vous voulez, on a un budget annuel de un peu plus de 8 milliards de dollars et on n'a que la moitié des fonds. Mm. 90% de ces fonds viennent des États ou d'organisations étatiques ou internationales et il y a 10% qui viennent du secteur privé. Moi, je travaille dans ce secteur-là, donc dans ce département-là qui s'occupe des partenariats avec le secteur privé, qu'on appelle PSP. Je travaille enfin, dans l'équipe qui s'occupe de la région MENA. On est basé à Dubaï. On a des collègues aussi en Arabie Saoudite, au Koweït, au Liban, au Qatar également. Et donc notre objectif, c'est de collecter des fonds auprès des organisations privées. Et quand on dit privé, on veut dire tout ce qui n'est pas État, donc les fondations, les personnes, les philanthropistes, etc. Mm. Enfin, les philanthropes, pardon. Euh, et donc, il y a toujours ce souci de trouver de nouvelles sources de revenus chez le secteur privé. Et il y a quelques années, donc en 2013-2014, euh, il y a eu cet intérêt qui est né pour la philanthropie islamique. Donc, quand on dit philanthropie islamique,
parce que bon, l'islamique finance ou la finance islamique, pardon, c'est très vaste. Il y a beaucoup d'outils et il y en a certains qui peuvent être utilisés pour un but philanthropique, voire humanitaire. Et donc, il a été décidé de commencer avec la zakat. Donc, il y a un programme de zakat qui a été mis en place pour soutenir les réfugiés. Je pourrais donner plus de détails Ouais. sur ça. Mais voilà, donc moi, j'ai été recruté il y a 1 an et demi, maintenant que je travaille avec le HCR, pour développer les partenariats avec le secteur privé sur le sujet de la philanthropie islamique, notamment du fonds de réfugiés pour la zakat qu'on a lancé. D'accord. Du coup, si je résume, en quelques mots, en gros, ton rôle, c'est de trouver des fonds, donc que ça soit, des fonds privés ou publics pour, chaque année investir ces fonds, dans des dons pour aider les réfugiés. Voilà, c'est ça. Enfin, on n'investit pas les fonds, hein. Nous, on reçoit les donations directement. Oui, Et voilà. Et transférer les fonds plutôt, ouais. exactement, c'est ça. D'accord. Et si tu veux, au départ, donc c'était vraiment, enfin, c'est toujours le même objectif de collecter les fonds. Mais mon rôle, moi, personnellement, il est devenu un peu plus, entre guillemets, je sais pas comment dire, stratégique. C'est-à-dire que je suis en relation avec des donateurs chez qui on va collecter des fonds. Mais notre rôle aussi, on est une équipe de 3, enfin, une équipe corps de 3 avec les managers, si tu veux, il y en a 2. Mmh. Et donc, notre rôle, c'est de soutenir les efforts qui sont faits par les collègues dans la région et même dans le monde dans ce qui est le domaine de la philanthropie islamique. Donc, si tu veux, c'est pas juste on essaie d'avoir des rendez-vous et collecter des fonds, c'est que aussi on s'occupe de tout ce programme, donc tout ce qui est tout ce qu'on ne voit pas en fait, donc tout ce qui est relation avec les collègues sur le terrain, tout ce qui est la mise en place du programme et les mécanismes pour être sûr que les conditions de la zakat sont respectées, Mmh. tout ce qui est le site internet aussi, donc zakat.unhcr.org, Mmh. s'occuper de tout le contenu, etc. Donc, donc ouais, juste pour dire qu'en fait le rôle c'est c'est vraiment de développer la philanthropie islamique d'une manière générale et de soutenir les collègues qui, eux, vont aller voir ensuite les donateurs dans leur marché, enfin dans leur pays respectif. Mmh. La plupart des donateurs, si tu pouvais résumer les zones dans lesquelles ils proviennent? Ouais, donc nous c'est surtout, enfin, il y a 2 aspects. Il y a les donateurs institutionnels, donc les grands donateurs ou les fondations, etc. Et il y a l'aspect online, donc tout ce qui est donation en ligne. Euh, Plus de 90% des fonds qu'on récolte de la zakat, ça nous vient des organisations, enfin des donateurs institutionnels, notamment dans les pays du Golfe. Donc, notamment dans les pays du Golfe et notamment le Qatar, puisqu'il y a une grosse donation qui a été donnée du Qatar. L'année dernière, on a eu une personne qui a donné 35 millions de dollars de zakat. On avec. Et donc, voilà, donc ça vient surtout de cette région-là. Après, sur tout ce qui est online, les fonds qu'on récolte online, en ligne, ça vient de la région également, donc Émirats, Arabie Saoudite, mais aussi États-Unis, en Asie aussi, et aussi en Europe. Mais Mmh. voilà, pour répondre à ta question, on va dire que 99% des fonds de la zakat viennent de la région MENA, donc Moyen-Orient en fait. Et du coup, ce programme, il a commencé il y a combien de temps? Donc on a fait un pilote en 2016. On dit pilote en français, hein. Ouais, ouais, mission pilote, ouais, pilote. Je l'espère. Ouais, donc on a commencé fin 2016 pour soutenir les réfugiés syriens en Jordanie avec du cash, parce qu'en fait il y avait un programme de cash qui était déjà en place en Jordanie et qui est en place dans le monde entier, dans plusieurs pays, et donc on a collé le programme de zakat à ce programme-là. Donc les dons sont directement donnés en cash. Mmh. Donc on a commencé fin 2016 en Jordanie, puis ensuite en 2018 on a lancé le programme de zakat de manière plus officielle, on va dire, et on était dans 3 pays, donc Jordanie, Liban et le Yémen. Et l'année dernière, on a vraiment fait un lancement en bonne et due forme du fonds de réfugiés, du fonds de zakat pour les réfugiés, et on a soutenu 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes dans 8 pays.
Mmh. Je vais les citer en Jordanie, Liban, Yémen, Irak, Bangladesh, Malaisie, Mauritanie et l'Égypte. D'accord. J'ai plein de questions par rapport à comment tu en es arrivé là et comment tu as fait pour avoir, ce job, que j'ai envie de dire entre guillemets «de rêve» parce que tu es payé en gros pour aider les gens. Voilà, il y avait aucun souci au niveau du din. C'est super, c'est vraiment ça rassemble toutes les choses, lesquelles un musulman pourrait rêver, pour lesquelles travailler. Mais pour comprendre ça, j'ai envie de retourner en arrière un peu sur ton parcours et notamment, à l'Azhar et comment et pourquoi, tu as décidé de partir, à Al-Azhar et un peu le contexte? Heu, donc après mon école de commerce et la dernière année que j'avais fait, aux Pays-Bas, donc j'avais mon master, je me suis marié. Tu as fait des études, aux Pays-Bas? Ouais, en fait, j'ai fait l'école de commerce de l'EDEC qui se trouve à Lille, mais la dernière année, ils ont un système de double programme où tu fais la dernière année à l'étranger, après tu as les masters des 2 écoles, quoi. Donc j'ai Mmh fait mh. ma dernière année, aux Pays-Bas, à Maastricht. D'accord. Donc après j'ai commencé à chercher un travail et entre-temps je me suis marié, donc j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour être prof remplaçant, donc je me suis dit: «Le temps que je trouve un autre travail, bah, je vais faire prof». Mmh mh. Donc j'ai fait prof, j'ai commencé à travailler comme prof et puis ensuite donc j'ai décidé de partir. Pourquoi? Parce que, enfin de j'avais pris des cours de religion, depuis un certain moment et même j'avais commencé à faire des conférences, heu, des conférences publiques sur l'islam. Et en fait, je me suis, vite rendu compte que quand on parle sans avoir un bagage, académique, en sciences religieuses sérieux, bah, c'est très dangereux pour soi-même et pour les gens parce qu'en fait, on se retrouve à parler de sujets qu'en réalité on ne maîtrise pas, Mmh. heu et puis on se retrouve à être juste, enfin, on n'a pas de filtre réel, en fait, pour, filtrer, les informations que l'on entend et hem et puis le nefs, le nefs, c'est dangereux. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve dans en préparant les notes, on va dire: «Non, ça, je suis pas sûr, je vais pas le dire» et puis après, quand on se retrouve, en train de parler devant les gens, bah, on le dit. Donc je me suis dit que vraiment là, il fallait bien me former avant de continuer à parler et puis je me suis rendu compte que, bah, en fait, en travaillant et encore, bon, je veux dire, c'était prof, donc c'était pas j'avais, j'avais quand même du temps, C'était mais prof, au lycée? ouais, prof au lycée. Tu as enseigné l'économie ou? J'enseignais, plusieurs matières, donc il y avait économie, management, ce Ouais, qu'ils appellent information communication, d'accord. voilà et droit aussi, pour STG et au lycée et donc je me suis rendu compte qu'avec ce travail, heu avec la vie de famille, bah, j'ai plus vraiment de temps pour me former en réalité et si tu veux, j'avais pas envie, heu, de continuer à faire des conférences sans avoir le bagage nécessaire et j'avais pas envie, bah, juste de rentrer, de rentrer dans le métro boulot dodo et puis finalement, ne pas bien étudier et c'est ce que j'avais envie de faire et donc Mmh. je me suis rendu compte que je pouvais pas sortir du bricolage que j'étais en train de faire, au niveau, si tu veux, du savoir religieux, sans, couper net, quoi et donc partir et étudier Ouais. et c'est un peu ce qui m'a poussé donc à me dire: «Bon, bah, voilà, si vraiment, je veux étudier la religion, bah, il faut l'étudier, correctement» et en tout cas, moi, dans mon cas, correctement, ça voulait dire, de faire une pause et de partir Mmh. et notamment aussi, tu vois, apprendre bien la langue arabe parce que je suis de ceux qui ne pensent pas qu'on peut apprendre la religion musulmane à un certain niveau sans avoir un minimum de maîtrise de la langue arabe. Oui. On peut comprendre sa religion en langue française, bien évidemment, mais à partir du moment où on a les bases, tu vois, comment on prie, comment on paye la zakat, le mariage et cetera en langue française. Si on veut aller à un niveau au-dessus, à un niveau qui va nous permettre, même de transmettre et cetera, la langue arabe me paraît nécessaire. C'est-à-dire que comme on ne peut pas étudier Shakespeare, sans maîtriser l'anglais, bah, on peut pas étudier l'islam sans maîtriser l'arabe. Ouais, ce qui fait tout à fait sens. Mmh. Et du coup, ça a été une décision vu que tu étais déjà marié, tu en as, j'imagine, beaucoup parlé avec ta femme.
Comment vous avez préparé tout ça? Tu savais que tu voulais aller en Égypte? Comment tu as préparé tout ça? Donc, j'ai commencé par envoyer des dossiers en Arabie Saoudite, à Medina, La Mecque et Riyad. Vous y prendre au moins 1 an à l'avance pour ça, non? Ouais, ça met Oui. pas mal de temps. Et puis, en fait, Mmh. si juste tu envoies ton dossier, bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a avec qui ça marche. En tout cas, pour moi, j'ai eu aucune réponse. Donc après, l'autre option qu'il y avait, c'était l'Égypte, parce que bon, l'Égypte, c'était plus simple, entre guillemets, où tu pouvais rentrer dans le pays et puis aller voir et puis commencer, quoi, à étudier. Mmh. Euh, donc en fait, quand on a décidé qu'on allait partir, on a pris à peu près un an, même un peu plus, parce que après, bon, il y a un bébé qui est arrivé, etc. Donc, on voulait pas non plus partir. Après, il y avait ma femme qui était enceinte, donc on a dit qu'on va attendre que ça se finisse. En fait, à partir du moment où j'ai décidé qu'il fallait que je parte, et à partir du moment où on est effectivement parti, il y a à peu près un an et demi, on va dire, qui est passé. Mmh. Et puis voilà. Et puis donc, on est parti en Égypte. Donc j'avais, alors, au niveau des âges, je suis en train de me rappeler en fait, j'avais quel âge? Je me suis marié, je me suis marié à 24, ouais, donc j'avais 25-26 ans D'accord, quand, plutôt jeune. quand je suis parti. Donc voilà, donc voilà pour l'histoire. Et donc après, alors là-bas, pour rentrer à l'Azhar, il faut avoir le diplôme Azhari. Et donc c'est-à-dire qu'il faut que tu passes, en tout cas à mon époque c'était comme ça, donc il faut que tu passes par le lycée. Donc tu as un premier examen. En fonction de ton résultat à cet examen, donc tu rentres soit en première, soit en terminale, soit en seconde, etc. Donc ouais, il y a des profs qui t'aident à ça. Donc moi je suis arrivé, j'ai pris des cours particuliers pour préparer l'examen. Mmh. En même temps, j'avais pris des cours d'arabe aussi avant. Enfin, depuis que je suis petit, je prends des cours d'arabe, mais là, de manière un peu plus intensive. Et puis ensuite, j'ai passé l'examen, je suis rentré en terminale. Et puis, j'ai passé le bac. Et donc, je suis rentré ensuite à la fac, qui prend 4 ans pour avoir la licence. D'accord. Voilà. On se rend compte que de base, tu as dû vraiment, couper court à ton projet en France, en fait. Pas forcément en France, mais tu ne voyais pas progresser à un niveau qui soit suffisant si tu sortais pas totalement de ta zone et que tu allais pas dans un pays, ou dans une école qui te permette d'avancer à un niveau, voilà. Non, tout à fait, exactement. Non, non, exactement. C'est-à-dire que, si tu veux, je me suis fait la remarque que, bon, voilà, si je voulais avancer au niveau des connaissances religieuses, bah voilà, c'était pas, il fallait faire ce sacrifice entre guillemets Ouais. et partir quoi. Et puis aussi il y avait aussi un autre point qui m'a poussé à partir, c'est que euh, parfois parfois en fait il y avait des frères avec je voyais pas depuis longtemps, puis après tu les rencontrais. Et puis par exemple parfois tu vois des gens depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis quand tu leur Mmh. dis quoi de neuf, ils disent bah rien de spécial. Et tu vois, ça m'a fait peur ça, parce que je me suis dit j'ai pas envie d'avoir rien de spécial à dire après des années. Et Ouais. même, je me rappelle une fois un frère qui me disait, bah, qui pourtant lui avait été très bon dans tout ce qui était dawa, etc. Et puis un jour, il m'a dit, tu sais, de toute façon, maintenant, je m'occupe de ma famille, et puis voilà, et puis ça va être comme ça les 10 prochaines années de ma vie, et puis voilà. Et moi, j'avais pas envie de me retrouver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, à regarder en arrière et à me dire, ouais, bah, j'aurais dû faire autre chose. Tu vois, j'ai juste suivi comment dirais j'ai juste suivi Un ce qui parcours était classique, fait. quoi, un parcours, Voilà, le parcours ouais. classique exactement. Mmh. Euh, et puis me retrouver après à regretter quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a poussé. Si tu veux, la peur de regretter, de ne pas partir, de ne pas être parti après des années, m'a fait partir à ce moment-là. Ce sentiment de voilà, ce mindset, cet état d'esprit, tu l'avais depuis que tu étais très jeune, depuis la fac ou ça t'est venu à cet âge-là et Le mindset ouais, de ouais, le mindset de pas voilà, de penser à son avenir et à pas vouloir regretter dans 10 ans, 15 ans, ça t'est venu juste avant, genre dans les à 24-25 ans ou c'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis un moment? non, c'est plutôt quelque chose que j'avais en tête depuis que j'étais petit, tu vois? Enfin depuis que j'étais petit. Je veux dire depuis quelques années, c'est grâce, alhamdoulilah aux gens que j'ai fréquentés, puis à mes parents également, tu vois? Tu et puis au fait d'avancer dans la religion, tu dis que, bah, voilà, tu as envie de faire quelque chose qui est plus que ce que tout le monde fait. Mmh. Et de je sais pas, de laisser quelque chose, de laisser une trace, d'avoir,
d'être utile à la Oumma, quoi. Mmh. Et, Mais c'est un et héritage. puis voilà. Voilà, et puis voilà, c'est un héritage et ne pas se retrouver et voilà, et ne pas se retrouver juste, dans quelques années à se dire: «Ah ouais, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça». Donc ouais, on va dire que c'est ce mindset, comme tu dis, est quelque chose. Toutes tes études que tu as préparées, en fait, tu t'es pas dit, ça t'est pas mis à l'esprit de te dire, «En fait, j'ai fait toutes ces études pour rien»? Ouais, non, non. Par contre, ce qui, m'est venu à l'esprit, c'est de me dire, ouais, ça peut-être que ça va être chaud quand tu vas chercher un travail, après de L'Azhar, tu vois? Ouais. Mais si tu veux, en fait, c'était une, c'est surtout ça, le fait d'avoir étudié «pour rien» entre guillemets, non, pas forcément, Mmh. parce que tu vois, j'ai voyagé pendant mes études, grâce à ce parcours d'école de commerce, j'ai pu voyager à Singapour d'ailleurs, Mmh. et puis étudier là-bas et cetera. Donc non, j'ai pas vraiment eu ce regret de ce point de vue-là, mais par contre, c'est vrai que je me suis dit, heu, c'est un risque dans le sens où, bah, tu vas te retrouver après sans bagage, entre guillemets «corporate», tu vois, pour ta carrière. Mmh. Mais bon, après c'est une lutte, on va dire interne et puis aussi avec des discussions avec des gens qui sont dans le même état d'esprit et puis tu te dis qu'au final, Allah il fait ce qu'il veut, quoi, et donc si toi tu vas vers lui, tu seras pas perdant. Tu seras jamais Mmh. perdant en allant vers Dieu, même si sur le coup, ça peut être, il peut avoir des difficultés, il peut avoir ceci, cela, mais heu, mais au final, de toute façon, même si tu fais pas ces efforts-là ou ces sacrifices, tu vas te retrouver avec d'autres difficultés, donc autant qu'elles soient faites, vers Dieu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis de toute façon, Allah n'abandonne pas ceux qui vont vers lui, donc voilà, donc c'est un peu avec ces réflexions-là Mmh. bah, que je suis resté, et subhanallah, quand tu vois après la baraka que tu as quand tu fais, tes petits efforts, parce que finalement c'est des petits efforts. C'est-à-dire que moi, si tu veux, quand j'étais à l'Azhar, je voyais d'autres frères qui venaient d'Afrique, qui venaient, et eux, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, ce que toi tu pensais peut-être était un grand effort de ta part et pas grand-chose, pas grand-chose quand tu vois comment eux vivaient, les sacrifices que eux ont fait Mmh. juste pour aller apprendre, la religion et se rapprocher d'Allah. Mmh. C'est clair, quand tu es sur place, ça se Et sent donc directement de voir les ouais, gens non, qui non, mais non, clairement, clairement. Et puis si tu veux, et donc du coup, tu dis, bah, et ce qui est intéressant, c'est qu'après tu vois la baraka que ça veut pas dire que c'est facile, parce que parfois on a cette pression-là, c'est un peu comme si on dit on fait un effort pour Dieu, puis on a envie tout de suite que Dieu il nous récompense d'avoir fait cet effort, mais ça marche pas forcément comme ça. C'est-à-dire que Dieu, mmh. tu vois, c'est pas on n'est pas dans une, on n'est pas, tu vois, c'est avec Dieu, c'est avec Allah, et donc il te donne quand il veut. Mais il te donnera. Il te donnera et il te mettra une baraka et tu te retrouveras dans une situation, où en fait tu te rendras compte que, bah, tu as bien fait de faire ces sacrifices-là. Mmh. Et surtout toi, tu étais dans le cas où tu étais déjà marié, tu avais déjà un enfant. Déjà, si ça avait été le cas où tu es tout seul, bon déjà tu es un peu plus libre, tu es un peu plus, enfin, Ouais. voilà, tu es plus libre, tu peux faire un peu ce que tu veux, j'ai envie de dire et déjà c'est déjà compliqué mais toi dans ton cas, comment ça a été vécu? Comment ça a été, c'était un choix que vous avez pris à 2. Comment ça s'est passé? Bah, si tu veux, c'était une surprise pour ma femme parce que bon, on s'est mariés, c'était pas dans les plans, quoi, à la base, Ouais, et c'était pas dans le contrat. c'était pas dans le contrat exactement. Et le contrat, c'était que voilà, on reste à Paris, je travaille dans une boîte et puis voilà. Mais bon, donc bah, voilà, quand on en a discuté et puis, quand elle a vu que c'était vraiment ce que je voulais faire, bon, bah, voilà, on on l'a fait, quoi. Et non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que quand tu as une famille, tu vois les choses, différemment. Tu vois plus de freins que quand tu es tout seul, forcément. Mmh. Et puis même si tu tombes sur une personne qui vraiment n'est pas du tout d'accord, tu vois, c'est vrai que là ça devient compliqué, tu vois? Non, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Compliqué à gérer. Non, non, ça c'est clair, et de toute façon, enfin, il faut que, parce que si tu veux, tu peux pas tu peux pas avancer pendant des années si ta femme, veut t'arrêter. Ça c'est Mmh. ça c'est clair, et je l'ai vu d'ailleurs. Je l'ai vu à Même Al-Azhar. pour, ouais, vas-y, je te laisse continuer ton exemple. Ouais, non, c'est juste pour j'ai vu Al-Azhar, c'est-à-dire que, quand l'un des 2 ne veut pas, eh ben, il y a un moment où ça s'arrête. C'est aussi simple que ça. Mmh. L'expatriation, c'est un peu pareil. Si une des 2 personnes, se sent mal, expatriée, la femme ou l'homme,
Là, ça gâche un peu l'expatriation et puis souvent ces retours en France, j'en connais pas mal Mmh. heu, auxquels c'est mal passé ou la femme a une mauvaise expérience ou l'homme et puis, la famille manque, tu vois? Même rien que la famille qui manque, Ouais, ça peut tout arrêter, assez rapidement. Du coup, tu as poursuivi le parcours, tu as fait ta licence, en fait? c'est ça, ouais, j'ai fait ma licence, donc ça a duré 4 ans et puis après j'ai fait une année de ce qui s'appelle, études supérieures. Enfin, études supérieures, j'ai traduit en en arabe la manière dont il dit, mais en fait, c'est des études donc après de la licence. Ouais. Parce qu'en fait, à la salle, si après tu veux faire un master, avant d'écrire ton master, il faut que tu fasses 2 ans et puis ensuite tu écris ton master. Donc moi, j'ai fait une de ces 2 années-là et puis Mmh. après non, il fallait vraiment que j'aille, tout à fait, quoi, j'ai travaillé. Ouais. Donc voilà, et voilà et donc après j'ai commencé à trouver un emploi, ce qui était aussi, ce qui n'a pas été, facile, tu vois? Parce que j'ai mis du temps. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de CV un peu partout. J'avais aussi Mmh. fait une certification en finance islamique, d'un organisme qui s'appelle l'AIOFI, qui est l'organisme, reconnu mondialement, si tu veux. Et donc je pensais Oui. qu'avec cette certification-là, ça allait, m'ouvrir d'un coup toutes les portes et puis, le problème allait être réglé en un mois. Mmh. Non, ça n'a pas été le cas. Donc C'est j'ai quoi ça? Tu envoyé peux un peu, expliquer? Je connais pas trop. Ouais, donc l'IOFI, c'est l'organisme international qui fixe les standards de la finance islamique. Donc c'est ceux qui disent qu'est-ce qui est compliant, qu'est-ce qui est conforme à la Sharia et qu'est-ce qui n'est pas conforme à la Sharia. Et donc, ils publient des gros livres où ils détaillent, enfin, où ils donnent en détail tout ce qu'il faut pour une banque ou une institution financière pour être conforme à la Sharia dans leurs Heu, transactions financières. je suis sur le site, c'est l'AAOIFI. C'est C'est ça, ça? ils appellent, enfin, on OK. prononce IOFI, c'est ça. Et voilà, donc en fait, c'est des savants qui se mettent autour d'une table et qui disent, voilà, telle transaction ça va, telle transaction ça va pas, etc. Et ils ont des formations pour les comptables et une autre formation qui est plus Sharia, pour former ceux qui veulent devenir ensuite enfin, qui veulent se spécialiser dans la finance islamique. Et parce que tu sais que toute banque islamique a ce qu'ils appellent un Sharia Board, donc Mmh. un groupe de spécialistes de la Sharia pour vérifier que tout est fait conformément à la Sharia. Et donc Mmh. moi, c'est ça un peu mon intention. Je me suis dit, bah voilà, ça va me permettre si tu veux, de profiter de ma double formation, management business slash Sharia. Et donc j'ai commencé à postuler dans plein de banques islamiques, mais j'ai eu aucune pratiquement réponse positive ou une ou deux, quoi, Mmh. qui n'a rien donné par la suite. Donc après plusieurs mois, j'ai commencé tu vois, à grandir et à aller même au-delà de ce qui est finance islamique, pour essayer de trouver un emploi, quoi, parce qu'à ce moment-là, c'était ça la priorité. Mmh. Et puis j'ai vu cette annonce donc pour le HCR à Dubaï, qui correspondait pas mal parce que il demandait justement quelqu'un qui avait un background un peu business, management plutôt, Ouais. et en même temps quelqu'un qui connaissait ce qu'était la zakat et qui avait un background islamique. Donc ça collait pas mal. Euh, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que je répondais pas totalement aux critères, parce qu'il Oui. demandait des années d'expérience, que du coup j'avais pas puisque je les avais passées l'Azhar, même si j'avais un peu travaillé en parallèle, mais c'était pas ça que j'allais vendre, j'allais vendre pendant l'entretien. Oui. Mais ce point-là, j'ai postulé, et puis voilà, on va dire que c'était la baraka du fait d'avoir étudié la religion. Tu Oui. vois, la baraka, en fait, c'est que tu as plus avec moins. Mmh. Et donc là, si tu veux, en fait, avec le peu d'expérience que j'avais, j'ai pu compenser ce qu'ils demandaient comme année d'expérience. Et le fait que ça soit que ça corresponde exactement à mon profil, à part ces années d'expérience-là, ça m'a permis d'avoir l'entretien et puis au final, déjà d'avoir l'emploi. Et tu as fait tout ça depuis l'Égypte C'est ça. et tu as dû aller là-bas pour un entretien ou ils t'ont pris Non, des, non, c'était à distance. C'était à distance. d'accord. C'était pas qu'un entretien d'ailleurs, on en a fait 3, je crois, si je m'en souviens bien. Mmh. Et puis ça avait mis pas mal de temps. Ouais. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup la prise de risque en fait et les conséquences qu'il y a derrière, ça paye.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi comprise, je pense qu'on a tous l'idée en tête, tu vois, soit parmi les musulmans, je parle, hein, soit pendant nos études, soit juste après nos études, on a tous au moins une fois dans la tête l'idée de se dire allez, moi je vais faire des études islamiques, je vais tout plaquer, je vais aller Mhm. apprendre ma religion pour être utile, tu vois, pour la religion à travers les connaissances islamiques. Mais en fin de compte, il n'y en a que très peu qui franchissent le pas, en fait. C'est vrai, ouais. C'est vrai que l'aspect financier est aussi un point, tu vois, un point qu'on peut pas mettre de côté, quoi. Ouais, Euh, et, euh, et moi, si tu veux, donc moi, j'ai un peu travaillé à côté, mais c'était surtout mes parents qui me permettaient de faire ça. ouais, Ceux soutenez. qui étaient à côté de moi, donc il y en avait qui travaillaient un peu en parallèle, il y en avait qui en fait ils allaient l'été en Europe, ils travaillaient et puis ensuite ils amassaient de l'argent pour rester les 9 mois ou les 10 mois en Égypte. Mhm. Donc ouais, enfin chacun s'arrangeait. Si tu veux, subhanallah, c'est dans le Coran et dans les hadiths, Allah et le professeur Sami nous disent que, tu vois, quand tu te rapproches de moi, t'as rien à craindre. Mais enfin, on reste des êtres humains, donc on craint au final. Mhm. Et, et c'est vrai que du coup, quand après on voit que, si tu veux, le risque qu'on a pris, ben, en fait, il n'était pas si risqué que ça, puisqu'au final, on s'en sort. Ouais, Euh, Bah, tu vois, ça fait du bien, on est rassuré. Mais en même temps, c'était ce qui était prévu, puisque c'est Allah qui nous a dit au départ. C'est ce que je veux dire. ouais, ouais. Moi, je me rappelle que j'avais le coup de folie, je me rappelle, pendant mes débuts d'année d'université, de vouloir faire ça, je me souviens très bien. Du coup, j'ai un ami qui a fait de longues études islamiques, qui m'avait conseillé, qui m'a dit si tu veux vraiment faire ça, d'abord termine tes études, enfin, les études que tu fais Mhm. actuellement, parce Ouais, que, euh, parce que il m'avait dit deux choses. La première chose, c'est que dans l'époque où on vit, en fait, il valorise, même si tu as les connaissances islamiques, si tu veux ensuite, par la suite, en fait, enseigner ce que tu as appris, on regarde aussi maintenant les études que tu as fait avant, si tu as une tout à éducation, fait. en fait, à la Tout à fait. fac, si tu as un diplôme d'ingénieur, si tu as un diplôme de je ne sais pas quoi, parce que ça crédibilise, en fait, ton statut. Et puis la deuxième chose, c'était que si ça marche pas, et ben, en fait, tu te retrouves bloqué sans fond, sans rien, et tu deviens dépendant des autres, en fait. Non, non, tout à fait. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense pas qu'il faut prendre. Enfin, tu n'es pas obligé de prendre des risques inconsidérés non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commencé un programme et il lui reste une année ou deux pour avoir le diplôme, moi je conseillerais, je lui dirais pas part et puis fais autre chose, quoi. Si ce qu'il fait n'est pas nocif pour lui. Euh, Tu vois, donc et c'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que même après quand tu veux trouver un emploi, même dans le domaine islamique, avoir une licence ou un master d'un autre euh, d'un autre domaine, c'est euh, c'est un plus et non non c'est reconnu et puis c'est une bouée de sauvetage quoi, au cas où tu en as besoin. Cela étant dit, j'encourage toute personne qui pense à avoir un plan comme ça ou aller apprendre, je ne peux qu'encourager quoi, parce que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Il y a pas de il y a vraiment aucun regret de l'avoir fait. Et puis au final, enfin, tu apprends ta religion, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui est extraordinaire. Tu vas découvrir le patrimoine qu'on a dans les sciences islamiques. C'est quelque chose qui est énorme, surtout en langue arabe, parce enfin, en français, on a même pas 1% de ce qui se passe, tu vois, de ce qui a été écrit, de ce qui a été formé. Et Ouais, comme ça, apprendre, avoir au moins quelques clés pour apprendre sa religion et pouvoir revenir aux textes de référence qui sont là depuis des siècles et des siècles, qui ont été écrits par des cerveaux qui sont des génies, en fait, enfin, dans leur manière de réfléchir, de comprendre la religion. C'est quelque chose qui est juste extraordinaire, quoi. Et c'est pas quelque chose que tu peux vraiment faire en français ou en toute autre langue que l'arabe. Et ouais, donc ça, c'est donc vraiment vraiment j'encourage ceux qui pensent à le faire. C'est-à-dire que ça sera jamais une perte de temps. Tu vois, mmh, c'est-à-dire que même si tu peux avoir un risque sur certains domaines, ça sera jamais une perte de temps. Au final, tu seras là à te rapprocher de Dieu. Ça peut pas être une perte de temps. mmh. Justement, par rapport à ça, le fait de faire de longues études, de tout plaquer, enfin de partir vraiment à l'étranger pour faire ses études. Déjà, est-ce que c'est nécessaire de partir à l'étranger? Est-ce qu'il y a des parcours en France
qui est possible de faire. Et ça correspond à quel type de profil de faire ce genre d'études? Est-ce que ça correspond à tout le monde ou vraiment à des profils de ceux qui ont une vision derrière? Très bonne question. Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire pour répondre, c'est que c'est pour les gens qui sont motivés, c'est quelque chose d'académique, donc enfin, on lit des livres, tu vois, on reste avec des livres, donc il faut aimer ça. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas obligé, enfin, on n'est pas forcément obligé de prendre une pause de 4 ans, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre une pause d'1 an et aller apprendre bien l'arabe pour ensuite pouvoir avoir accès aux livres et après se mettre avec quelqu'un dans la ville où il vit qui pourra peut-être l'orienter, qui est déjà allé étudier, etc. Même Mmh. si, personnellement, je ne connais pas en France de plan pour bien étudier correctement. Je pense que Mmh. partir à l'étranger, c'est quelque chose qui est proche de la nécessité, on va dire. En tout cas, Parce que, pas en arabe, ce sera, en français, ce qui est disponible en France. ouais, ce qui Ça est mmh. disponible en français, mais du coup, ça veut dire, moi, je te parle pas pour apprendre sa religion, pour apprendre des bases. Je parle quand vraiment on veut rentrer dans des trucs comme usul al-fiqh, comme tu vois, des trucs un peu plus poussés, quand on veut apprendre le fiqh en revenant aux textes anciens qui sont là depuis 14 siècles, qui ont été étudiés depuis 14 siècles, qui sont vraiment le patrimoine islamique. Toutes ces choses-là se font en langue arabe et je connais pas de programme qui existe en France qui vraiment s'occupe de ça, sauf peut-être à La Réunion. Oui, à La Réunion, ils ont des écoles, ouais. Mmh. Voilà, où ils ont des écoles et où ils ont un programme en plusieurs années pour former des imams ou voir des savants. Mmh. Mais en tout cas, partir à l'étranger, pour moi, c'est proche de la nécessité quand on veut apprendre à un certain niveau pour avoir accès à ce niveau-là, quoi. Et aussi, parce il y a l'aspect académique, il y a tout l'autre aspect aussi, le fait de voyager, on apprend des choses quand on voyage. On voit d'autres manières enfin, on voit la Oumma, on découvre qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un pays musulman, les bons côtés, les mauvais côtés. Et tout ça, c'est important aussi. Même dans la Mmh. recherche de la science, tu vois, c'est pas juste un livre qu'on ouvre. Au final, si on apprend, on apprend pour appliquer. C'est-à-dire quand, si tu veux, avant, quand tu dis ça correspond à qui, est-ce que ce programme-là, c'est pour les gens qui ensuite, je sais pas, veulent être imams ou veulent. Avant, les anciens, quand ils apprenaient la religion, ils l'apprenaient pour l'appliquer eux-mêmes. Tu n'apprenais pas pour aller faire des conférences, tu apprenais pour appliquer. Et puis ensuite, tu pouvais te retrouver à donner des conférences, etc. Mmh. Donc, c'est pour dire pour dire deux choses. Pour dire que, un, c'est pour toute personne qui est motivée et qui je veux dire, aime les livres et aime ce genre d'études Mmh. et qui veulent se rapprocher d'Allah et pas forcément devenir le super cher de demain. D'accord. Parce que toi, pour le coup, t'enseignes ou pas du tout? J'ai enseigné. Là, non, là, ce que je fais, c'est que je continue à étudier Ouais. aux Tu à Dubaï, Émirats. hein? Je sais pas si on l'a Ouais, précisé. ouais, à Dubaï. Donc, je continue à étudier à Dubaï. Enfin, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai commencé à étudier. Puis, il y a un cheikh qui avait écrit un livre en arabe que j'ai étudié avec un de ses élèves, et donc je l'ai résumé en français. Donc là, on est en train de finaliser. On est en train de finaliser. Mmh. Euh, donc, donc voilà. Et voilà. Sinon, oui, j'avais donné des cours un peu avant. Euh, mais mais j'ai comme priorité plus de continuer à étudier que de commencer à donner des cours, même si c'est aussi, je veux dire, dans mon Oui, plan, entre guillemets, de donner des cours. d'accord. Mais je pense que c'est important de vraiment bien se former, vraiment Ouais. bien se former, euh, parce que, parce que, parce que c'est la religion, quoi, donc c'est important. Mmh. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés, qui commencent à apprendre, et puis qui ensuite se retrouvent très vite à commencer à parler, Mmh. et en fait, ils ratent le niveau qu'ils auraient pu avoir ils avaient été plus patients, on va dire. Et du coup, par rapport à ton expérience à Al-Azhar, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que avec ton retour d'expérience, est-ce que c'est une école, que tu aurais refait, le niveau d'enseignement, comment il est, tout ça? Alors, je dirais qu'on profite beaucoup plus de ce qu'il y a autour de l'Azhar que de l'Azhar en tant que tel.
Quand Hmm. je dis de ce qui est autour de l'Azhar, donc c'est déjà les- le fait qu'il y a des gens, enfin, il y a des musulmans du monde entier qui viennent à l'Azhar. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui a de la valeur, le fait d'être en relation avec des frères du monde entier. Et puis des frères qui sont tous là pour apprendre leur religion, donc plus ou moins pour un objectif commun. Euh, la deuxième des choses, c'est qu'il y a plein de cours qui sont faits en dehors de l'Azhar, dans les mosquées, entre guillemets, à l'ancienne, que ce soit à la mosquée de l'Azhar ou que ce soit au Caire d'une manière générale. Aussi, comme c'est une organisation, enfin une institution qui est reconnue, donc les gens viennent pour étudier ici, pour avoir le diplôme de l'Azhar. Donc du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont déjà bien formés, qui viennent pour faire, soit pour avoir le diplôme de licence ou même pour faire leur doctorat. Et Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, tu peux te retrouver à étudier avec d'autres étudiants qui ont un niveau que toi, tu n'as pas encore, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour apprendre avec des gens qui sont beaucoup mieux formés que toi parce que Hmm. tu es à l'Azhar. Même si, tu vois, on parle même pas du fait d'étudier à l'Azhar en tant que tel, on parle en fait de tout ce que ça a comme avantage autour du fait d'étudier en tant que tel. Oui. Euh, Et donc, moi, si quelqu'un demain me dit, voilà, je vais étudier la trace côté conseil, je lui dirais de beaucoup plus profiter de ce qui est autour. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir mis la science, le ilm, la science islamique, dans les universités, ça, ça a fait diminuer le niveau, malheureusement, euh, que ce soit l'Azhar ou autre part d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu vas avoir des savants qui sont vraiment des savants reconnus, euh, la plupart ont un parcours qui n'est pas un parcours juste d'universitaire. Tu vois, ils sont allés avec des chauves, ils se sont assis dans des mosquées, ils ont appris par cœur des textes, ils ont travaillé cela. Euh, je crois beaucoup plus en le fait d'étudier avec des chouyours dans une Hmm. mosquée qu'au fait de s'asseoir dans un amphi. En tout Oui. cas pour les sciences islamiques. D'accord. Donc en gros, ce que tu apprends dans les sciences, enfin, à l'université, c'est vraiment le socle commun, la colonne vertébrale en fait. Mais il faut Ouais, c'est ça. compléter avec En fait, ce si qu'il y tu a veux, autour. exactement. T'as une, on va dire qu'il te donne une culture générale islamique. Donc, tu vas connaître les livres, tu vas connaître les noms, tu vas connaître les matières. Mais par exemple, tu étudieras pas un livre de fiqh de A à Z. Hmm. Tu vas étudier un morceau ici, puis un morceau la deuxième année, puis un morceau la troisième année. Attends 2 secondes. Désolé, hein. Pas de souci. Il me regarde avec ses yeux, genre, je fais ce que je veux. Ouais, donc si tu veux, tu auras pas un bagage solide comme quelqu'un qui s'est assis avec des cheveux, avec quelqu'un qui lui dit, voilà, tu étudies tel livre, puis ensuite tel livre, puis ensuite, tu vois. Quelque chose qui est Mais le problème, adapté à toi, quoi, à ta vitesse. Et... qui adapte à tes idées, mais même un curriculum, tu vois, qui se base sur les textes anciens. C'est-à-dire qu'à la salle, Hmm. on étudie certains textes anciens, mais ce sont des extraits. Tu étudies pas un livre du début à la fin. Et puis, il y a aussi les Hmm. textes, tu veux, des docteurs de l'université qui ne sont pas les textes anciens. Or, ça peut avoir son intérêt sur certains sujets, mais bon, voilà, quand tu étudies le fiqh de la prière, par exemple, bah, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les textes de référence, tu vois, qui ont été des références pour les musulmans depuis 14 siècles, plutôt que de lire le livre d'un docteur qu'on ne connaît pas. C'est de faire bon. T'as des enfants, Abdelrahman? Non, non, j'ai pas d'enfant, pas C'est encore. pour ça que tu peux faire des podcasts, c'est bien. Donc voilà. À l'université, tu as une culture islamique, tu vois, tu connais le nom des livres, etc., mais tu vas pas en profondeur sur les textes des anciens, tu t'assois pas avec un shir qui est là, enfin, c'est pas comme ça que la religion s'apprenait et qu'elle doit s'apprendre. Même l'Azhar avant, par exemple, l'Azhar avant, il n'y avait pas les examens, c'était tu t'assois devant un shir qui t'interroge, et l'examen il peut durer plusieurs heures, tu vois, jusqu'à ce qu'il soit sûr que tu as le niveau, et ensuite tu prends sa teskia, donc ça, tu veux, il dit que voilà, tu es apte à enseigner, Hmm. ce qui est l'équivalent du diplôme en réalité. Et puis, Ouais. euh, et puis voilà, c'est pas tu t'assois dans une salle où tu as 2 heures pour écrire, répondre à des questions, et puis tu passes si tu as 11. Une chose par rapport aux études islamiques qui fait peur aux gens, c'est que les gens qui partent et qui reviennent, en fait, parfois reviennent avec tout leur bagage intellectuel, mais ils restent assez, enfin, comment dire,
comment expliquer ça? Hem, Vas-y, explique. alors comment dire? En gros, on n'a pas l'impression que les études qu'ils font que les personnes parfois font à l'étranger, ils arrivent à revenir et à adapter certains pans au contexte européen quoi, occidental. C'est le contexte parce que le Mmh. contexte, voilà, le contexte égyptien, le contexte, en Arabie Saoudite, il est quand même particulier par rapport à l'Europe et Mmh. la transition en fait, on n'a pas l'impression il manque le pan en fait de la transition, de le fait d'adapter en fait, certains pans par exemple la prière, on n'a rien à dire par exemple, mais pour d'autres pans, on sait très bien que voilà, c'est adapté, au contexte, tu vois? Au contexte de la population, de la culture Mmh. et c'est des choses qui parfois ne sont pas prises en compte, on a l'impression. Ouais, ça, c'est un gros sujet, ça. C'est un gros sujet, en effet. Hem, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, il est possible effectivement qu'ils étudient, puis peut-être ils sont pas retournés en France depuis des années. Mmh. Tu vois, moi, j'allais quand même en France, 2 fois par an, donc tu fais ta touche de rappel de de ce que c'est que le contexte français, en l'occurrence. Hem Et donc peut-être, c'est vrai que quand tu restes peut-être des années en dehors de la France, puis après tu reviens, tu peux, peut-être être décalé sur certaines choses, même si c'est, je sais pas, c'est à prendre avec des pincettes aussi ce que je dis parce que tu vois, au final, c'est comme quand on dit: «Il faut connaître le contexte, il faut connaître le contexte». Ouais, mais bon, au final, tu vois, moi, j'ai grandi en France, par exemple, bah, le contexte, je le connais, point à la ligne. J'ai pas besoin d'apprendre, ce que c'est que la France, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qui peut être le cas, par contre, pour un Égyptien, effectivement, ou un Algérien qui aurait étudié la religion et qui va en France. Donc, il y a déjà cette distinction-là à faire. Heu, après, c'est vrai qu'il y a forcément, comprendre comment transmettre la religion par rapport au public que tu as. Voilà, Heu, c'est plutôt ça, ouais. Mmh. ça, c'est effectivement quelque chose qui est important et quelque chose qu'on nous apprend pas forcément, si tu veux. C'est-à-dire que le réflexe que tu as, c'est de transmettre ce que tu as reçu, tu vois? Mmh mh. D'enseigner ce que tu as appris, sans forcément te demander: «Est-ce que c'est ça que les gens ont besoin là maintenant, ou pas?» Ouais, Ou peut-être te demander non, ou peut-être te dire: «Ouais, ils ont besoin de ça, mais peut-être je peux le présenter d'une manière qui soit, plus adaptée à ceux qui sont en face de moi». Heu, donc ça, mais si tu veux, ça, c'est un exercice qui est effectivement difficile ça parce que les étudiants, enfin les diplômés doivent le faire tout seuls en fait, parce qu'il y a pas vraiment de voilà, ouais, ils doivent le faire tout ça et puis il faut aussi avoir, comment dire? Il faut aussi être bien calé dans les sciences islamiques pour savoir ce qui peut, tu vois, ce qui est intransigeant, de ce qui ne l'est voilà. pas, Mmh. enfin, il y a plein de choses à voir sur ça et il y a aussi le fait que parce que cette remarque-là, elle est valable, comme je viens de le dire, mais elle peut aussi venir du fait que parce qu'on s'est trop habitué au contexte français, ben, on s'est retrouvé peut-être à être conciliant sur des choses Ouais, trop conciliant. qu'on devait pas Mmh. être conciliant, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et après quand il y a celui qui a étudié qui vient et qui me dit: «Ouais, mais c'est comme ça qu'il faut faire». «Ouais, non, mais toi, tu vois, tu trop dur, toi, tu as perdu Oui. le contact avec le terrain». Non, bah, c'est peut-être que le terrain, il est tellement, «à l'ouest» entre guillemets que tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. c'est un peu des 2 côtés, j'ai envie de dire. Mmh. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles en fait. Une fois qu'on a appris, on a le bagage en fait, de savoir faire la part des choses, je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile. Ouais, ouais, non, parce que ouais, mais si tu veux, c'est lié à ce que tu as appris. C'est-à-dire que plus tu apprends la religion, mieux tu sauras faire cet exercice-là. Mmh. Parce qu'en fait, ça fait partie de la religion. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu les musulmans de France ou d'Europe pour savoir qu'il fallait comprendre le contexte et il Oui. fallait ça, c'est des choses qu'on trouve dans nos textes. Et quand tu comprends bien ta religion, tu sais comment travailler sur ça. Heu, mais ouais. Mais par exemple, tu vois, enfin, par exemple, moi, je m'étais rendu compte de ça quand il arrivait parfois qu'il y avait des gens qui me disaient: «Ah, vas-y, viens nous donner des cours». Et tu vois? Et par exemple, moi, je me disais: «Ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme cours cette année?» Et je voyais qu'en fait, bah, c'était pas forcément, ce qu'il leur fallait, tu vois ce que je veux dire? C'est que, par exemple, moi, j'avais étudié un texte sur l'héritage, les règles de l'héritage en islam. Et après, il y a Mmh. des gens qui me disent: «Vas-y, fais-nous un dars». Mais par exemple, les gens là, à ce moment-là, le dars, ils ont pas besoin que tu leur apprennes les règles de l'héritage en islam, tu vois? Ils ont besoin d'autre Ouais. chose. Ils ont pas forcément non plus besoin d'un cours de fiqh à ce moment-là. Mmh. Heu et donc ils ont besoin peut-être de quelque chose que toi tu n'as pas étudié.
tu vois? Et donc en fait, c'est cet exercice-là qui est assez compliqué. Mmh. Mais comme je te dis, en fait, c'est plus tu apprends, mieux tu sais, mieux tu pourras gérer ça et le fait qu'on prenne pas forcément de temps pour bien apprendre, ça fait que soit tu as le premier extrême qu'il est dans sa tour de Pise et qui donne des avis qui ne sont pas du tout, applicables, ou soit il y a l'autre qui va venir et qui va se dire: «Ah ouais, mais en fait, c'est tellement différent de ce que j'ai appris, qu'en fait, ce que j'ai appris, bah, c'est peut-être hors sujet, quoi». Et il Ouais, va commencer à se pondre, une religion qui, en fait, n'est pas ce que dit sa musique. tellement qui est tellement conciliante que voilà, on perd toute l'essence, ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'en réalité, c'est le juste milieu. Je me suis rendu compte pendant ces années-là qu'être dans le juste milieu, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire, en fait, Mmh. Oui. dans tous les domaines. Parce qu'en fait, ça nécessite de vraiment bien parce que le juste milieu, c'est pas toi ou moi qui le faisons, tu vois? C'est-à-dire que les gens, parfois, le juste milieu, on a l'impression, bah, il y a un avis qui dit que c'est halal, il y a un avis qui dit que c'est haram, donc on va dire que c'est halal dans certaines conditions. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche en réalité. Le juste milieu, c'est la religion, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu suis l'islam, tu suis le juste milieu. Mmh. Heu et donc ça nécessite, comme j'ai dit, de comprendre la religion vraiment comme elle est et il y a beaucoup de nuances, de subtilités. Il y a des choses qui sont noires, il y a des choses qui sont blanches, mais il y a aussi des choses qui sont entre les 2 et c'est ces choses-là qui nécessitent vraiment un effort, intellectuel et un effort d'apprentissage pour être sûr de voilà, je sais que la religion, c'est ça que Allah veut sur cette question-là. Et Mmh. je suis sûr que si c'est ce que Allah veut, c'est ça qu'on appellera le juste milieu. Et ça, c'est Oui. effectivement, c'est très compliqué. Et du coup, dans ce que tu as appris, toi, qu'est-ce qui t'a le plus changé, qui a le plus eu d'effet sur toi et qui t'a le plus changé? Moi, je pense que c'est vraiment, l'un des points parce que bon, il y a plusieurs points, même le fait de vivre en Égypte, par exemple, dans un pays où tu vois de la pauvreté que tu vois pas forcément en France. Ça a aussi un Mmh. impact, tu vois, en dehors de l'apprentissage en tant que tel. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé en Égypte, donc j'étais allé dans un appartement, il y avait quelqu'un qui m'avait permis de rester là le temps que je trouve autre chose et tu vois, je regarde par la fenêtre, la première chose que je vois, c'est, des gens dormir dehors, par terre, tu vois? Heu, Oui. dans dans un arbre, enfin sur l'herbe, je veux dire et et tu vois? Et donc en fait, le fait de sortir de ta bulle d'occidental, bah, ça fait du bien, tu vois? Tu découvres ce que c'est que le monde, en fait, tu découvres c'est quoi «la vraie vie» entre guillemets et Ouais. donc ça, c'est un aspect qui est important. Mais sinon, du point de vue de l'apprentissage religieux en tant que tel, vraiment moi ce dont j'ai bénéficié, c'est bah, de revenir aux bases, de revenir, aux textes de référence. Ça, c'est important parce Mmh. qu'en fait, en France, je n'apprenais enfin, durant mon adolescence où j'ai vraiment commencé à écouter les conférences et cetera. En réalité, tu apprends la religion selon le point de vue de la personne qui te transmet, ce qui est «normal» entre guillemets. Mais Oui. tu as pas les outils pour aller vérifier est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment ce que dit la religion ou pas? Mmh. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment ça, tu vois? Et en fait, ce dont j'ai le plus profité, c'est d'avoir pu avoir les clés, avoir les filtres, avoir les fondements qui me permettent de pouvoir, juger, tu vois? Quand quelqu'un dit une énorme bêtise d'un point de vue religieux, bah, je sais que c'est une énorme bêtise. Heu et même si j'ai pas forcément la réponse à la question, mais je sais quand quand la réponse est mauvaise, tu vois? Mmh. Et donc ça c'est vraiment très important parce que ça change ta compréhension, bah, la manière dont tu approches la religion et tu comprends Mmh. que, peut-être avant où tu te permettais de donner des avis personnels parce que tu pensais que tu avais ce luxe-là, bah, en apprenant, tu apprends rapidement à te taire, tu vois? Je me rappelle un cheikh qui avait étudié à Médine qui disait qu'à Médine, on reconnaît les 1res années des 4e années au fait que les premières années, ils parlent beaucoup et les 4e années, ils se taisent beaucoup, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est un peu ça parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que c'est c'est plus compliqué que ce que tu pensais avant d'apprendre et en fait, tu prends une bonne dose d'humilité, quoi. D'accord. Du coup, pour revenir un peu à ce que tu fais actuellement, je suis sur ton profil LinkedIn, et il y a une phrase qui m'a attiré l'attention, en fait, dans ta description LinkedIn. Tu dis, en anglais: «I'm on a mission to use the blessings I received to serve those who didn't receive them». Donc en français, je suis dans la mission d'utiliser les blessings, dans les bienfaits que j'ai reçus
pour servir ceux qui n'en ont pas reçu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as mis ça, d'où ça vient? Bah, si tu veux, l'objectif, c'est de, même si on n'y arrive pas forcément tout le temps, mais l'objectif, c'est d'essayer quand même d'arriver Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement devant Allah, avec le plus de choses en ta faveur. Et le prophète sallam dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'être le plus utile aux autres. Et il y a beaucoup de choses que, alhamdoulilah, Allah m'a permis d'avoir, euh, que les autres n'ont pas. Et donc, essayer d'utiliser ces capacités-là. Après, chacun a ses capacités, tu vois. Ça peut être des gens ça peut être dans le business, ça peut être dans le côté académique, ça peut être dans le domaine scientifique. Chacun a des Mmh. choses qui peuvent être utiles aux autres et ce qu'on doit chercher à faire en tant que musulman, c'est de voir comment faire profiter aux autres de cela, à commencer par la religion en tant que telle. Le plus grand des blessings, le plus grand des bienfaits qu'on a, c'est d'être musulman. Euh, et donc ça aussi, on doit essayer de transmettre, que ça soit aux non-musulmans ou que ça soit aux musulmans qui sont pas forcément, qui sont encore dans leur cheminement. Enfin, on est tous dans notre cheminement, mais on a chacun des degrés différents. C'est-à-dire que je suis pas au même cheminement maintenant que j'étais il y a 10 ans. Mais je vais Mmh. rencontrer peut-être dans ma vie des gens qui sont maintenant là où j'étais moi il y a 10 ans. Donc c'est aussi mon rôle d'essayer de les aider. Mmh. Peut-être que moi j'ai eu des facilités pour apprendre ma religion, par exemple. Enfin, pas peut-être, j'ai eu des facilités pour apprendre ma religion. J'ai eu des facilités dans tel ou tel domaine. Donc, effectivement, c'est une responsabilité de faire profiter à ceux qui n'ont pas pu le faire, ce que moi j'ai pu faire. Que ça soit dans le domaine business, que ça soit dans le domaine carrière professionnelle, que ce soit dans le domaine religieux. Enfin, là Mmh. où on peut être utile, essayer d'être utile. Alors, je dis pas que je le fais, hein, mais disons que c'est la vision. Mmh. Dans ton post, tu parles aussi de succès, de ta définition du succès. Bon, il y a une vingtaine de lignes en anglais, donc je vais pas les lire. Puis, le temps de les traduire, ça va prendre du temps. Mais, est-ce que tu peux nous donner, ta vision du succès? Ouais, en fait, ça, c'était parce qu'une fois, j'avais demandé à un frère anglais que j'aime beaucoup. Je lui avais dit que moi, j'ai pas, enfin, on entend beaucoup de gens qui disent, voilà, si tu veux réussir ta vie, il faut avoir une vision, il faut savoir qu'est-ce que tu veux sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et Mmh. en fait, moi, bah, je sais pas, tu vois. Je sais pas dans 5 ans ce que je veux devenir. Et pas Mmh. seulement ça, mais même quand je vois ma vie, je veux dire, Azhar, si on m'avait demandé, tu vois, c'était pas dans mon plan. Je me rappelle à Mmh. 18 ans, je prenais des cours d'arabe. Et ça c'est pour l'anecdote. Et j'avais un prof qui aimait beaucoup la calligraphie, donc il me donnait des cours de calligraphie. Et on parlait des différents types de calligraphie. Et je lui dis, ah ouais, j'aime bien celui-là, mais celui-là, il est plus pratique pour écrire vite. Et lui il me disait non, en fait, bon, bref, on discutait de ça. Et lui, il me dit, non, par exemple, celui-là, c'est le meilleur pour écrire vite. Tu vois, si un jour, par exemple, tu étudies l'Azhar et tu veux prendre des notes, et ben celui-là, il sera plus pratique pour toi, parce qu'il y a différents styles d'écriture de la langue arabe. Et moi, quand il Ouais. m'a dit ça, je me rappelle, hein, j'ai pensé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me parle d'aller étudier le hasard? On est sur une autre planète, quoi. J'avais 18 ans à ce moment-là. Et voilà, et j'avais 18 ans, et à 25 ans, je me retrouve à partir pour aller étudier le hasard. Donc, pour dire que, tu vois, tu peux avoir une vie, je sais pas. Moi, je sais pas qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans. Et quand je regarde il y a 10 ans en arrière, ni je m'attendais à aller étudier enfin, plus il y a 10 ans, ni je m'attendais à aller à l'Azhar, ni je m'attendais donc à vivre en Égypte. Un, à aller étudier la religion autant d'années. Deux, à aller vivre en Égypte. Trois, à me retrouver à Dubaï. Quatre, à travailler pour l'ONU. C'est-à-dire que si tu veux tout, tout ce qui est arrivé dans ma vie, en fait, je m'y attendais pas. Donc, avoir comme ça une idée précise de ce que tu veux faire dans 10 ans, c'est pas quelque chose, moi, que je peux faire en réalité. Mmh. Peut-être qu'il y en a, c'est ça qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui veulent être, je sais pas moi, médecin. Il sait toute sa vie qu'il voudrait faire médecin et c'est très bien. Et donc, quand je lui parlais, je disais que voilà, moi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire dans 10, 15 ans, 20 ans. Il y a plein de domaines qui m'intéressent. La microfinance, ça m'intéresse. L'éducation, ça m'intéresse. Les sciences religieuses, ça m'intéresse. Et lui, il me disait, en fait, il m'a dit, tu vois, avoir une vision, ça veut pas forcément dire que tu connais la destination précise de là où tu seras. Mais Ouais. ça peut être que tu définis tes critères pour choisir à chaque moment de ta vie où tu vas, quoi. Parce qu'au Mmh. final, la vie, une définition de la vie, c'est de dire que c'est une série de choix, en réalité. C'est une série de Mmh. choix qu'on fait. Et puis, au final, on paye le prix ici-bas ou dans l'au-delà, que ça soit positif ou négatif.
et donc voilà. Donc je me suis, enfin, ça m'avait plu ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire que je me dis, en fait, la vision, c'est pas forcément, voilà, dans 10 ans, je serai cela, mais c'est au cours de ces 10 années-là, voilà les critères pour prendre des décisions dans ma vie. D'accord. Et du coup, les critères que tu as ils changent au fil des années? Ou ils sont, tous simples? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils changent au fil des années? On va Avec dire ton que, expérience, j'imagine, ils peuvent évoluer. ouais, il y a des choses qui peuvent changer, effectivement, ouais. Ce qu'on essaie de toujours garder, c'est enfin, de quand même de se rapprocher d'Allah au final, parce que bah, on est sur terre pour ça. Donc on a des décisions. On cherche d'abord à faire en sorte que la décision, tu vois, soit en accord avec notre religion, Mmh. que ça soit dans tout, hein, que ça soit dans le mariage, dans les études qu'on choisit, dans l'emploi qu'on choisit, dans la manière dont on éduque nos enfants. Mmh. Et donc voilà. Mais après, effectivement, ouais, les décisions, enfin, si tu veux, les critères, les fondements, ils ne changent pas. Mais après, il y a des choses qui peuvent changer. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux dire, voilà, là, ce que j'ai le mieux à faire, c'est de partir et d'aller étudier. Puis au bout de quelques années, tu te rends compte que là, ce que j'ai le mieux à faire, c'est d'aller travailler, par exemple. Donc, Mmh. euh, donc ça peut changer de direction, mais, mais on essaye de faire en sorte que l'intention soit au final la même, quoi. De faire ce qu'il y a de mieux pour moi, pour que je me rapproche de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Mehdi qui, à la fin de ses études, qui vient de se marier, bah, décide de rester prof ou travailler dans son domaine et le Mehdi qui lui a le courage de, enfin, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais en tout cas la vision, le courage de tout plaquer, de partir et qui ensuite a aussi la volonté de postuler un peu partout dans le monde, à Dubaï et tout ça et qui va Mmh. s'installer à Dubaï, tu vois? C'est quoi qui fait la différence entre ce Mehdi-là et le Mehdi qui, parce qu'on en connaît tous des Mehdi qui au final, enfin, restent, avec leur routine, tu vois? Ouais. La différence, c'est en fait quand tu regardes, tu vois, tu estimes et tu vois là, si je reste dans 10 ans, je vais être quoi? Et si je pars dans 10 ans, je vais être quoi? Et quand tu vois Mmh. l'équation, bah, tu dis, ouais, bah, je pars. Et, Mmh. et ça, c'est en voyant aussi des gens qui ont fait ces sacrifices-là. C'est même en lisant tu sais, on lit souvent la vie des Sahaba, etc. Mais on la lit Mmh. presque comme des histoires d'anciens, tu vois. Et eux, pour le coup, alors, ils ont tout sacrifié. Et on passe Mmh. notre temps à lire ou à te parler de ces gens-là qui ont tout sacrifié. Mais au final, après, tu dis que bah, nous, on veut pas trop faire de sacrifices. Même Mmh. si, en tout cas, dans mon cas, ils n'étaient pas extraordinaires non plus. Quand tu les Et compares, oui, ça reste, minime par rapport à ce qu'ils ont pu faire. exactement. Mmh. Et donc, c'est un peu ça. C'est le fait de se dire, bah voilà, on va essayer d'avoir une vie où on est le plus utile possible et, euh, et voilà, suivre un peu ce qu'on veut faire plutôt que de suivre, quoi. Et quand tu vas vouloir faire ça, parce que nous, j'en ai eu des gens autour de moi qui disent mais c'est quoi ça? Mais tu vois, tu as un enfant, si au moins tu étais célibataire, d'accord, mais là tu as une famille. Puis des gens qui disaient à ma femme aussi, comment tu lui dis, dis-lui que non, c'est pas comme ça, il doit pas partir. Et C'est le voilà, pire ça. alhamdoulilah. Ouais. Ouais. Et, mais bon, au final, voilà, ça, en fait, au final, c'est quand tu évalues et tu dis, bah, voilà, même quand tu regardes autour de toi, voilà, je vais regarder des gens qui ont fait ça et des gens qui l'ont pas fait. Et moi, j'ai envie Mmh. d'être qui entre les deux, tu vois. Comment ta relation avec Dieu, elle t'a accompagné dans ces choix? Alors, quand tu prends une décision, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le critère principal. C'est-à-dire que de me dire, voilà, si je reste et si je pars, c'est où que je me rapproche le plus de Dieu, au final. Alors après, on peut pas forcément à chaque fois faire, tu vois, c'est-à-dire que on peut pas forcément toujours sauter dans le vide, entre guillemets. Euh, Mmh. mais en tout cas, c'était ça. C'était là, alhamdoulilah, comme j'ai dit, j'avais le soutien pour pouvoir le faire. Et, et c'est ça, et de se dire, voilà, où est-ce que je me rapproche le plus de Dieu? Et au final, on ne sait pas combien de temps on va mourir. C'est-à-dire que je peux mourir dans 2 ans. Donc, j'aimerais être où pendant ces 2 ans-là, tu vois? Est-ce que j'aimerais être dans une position où je me dis, ah ouais, j'aurais dû le faire. Ah ouais, mais si j'avais fait, ah ouais, peut-être que ceci, cela. Et en fait, tu passes Mmh. ta vie à vouloir faire quelque chose que tu fais pas. Pas forcément parce que tu peux pas, mais parce que tu peux au final. Mais c'est juste que bah, tu as trop peur de X, Y, Z. Mmh. Ça demande trop d'efforts. Voilà. Ou est-ce que tu dis, bah voilà, bah, je vais tenter. Et puis peut-être que je me casserai la figure, mais c'est pas grave. Au moins, je saurais que bah, je me suis cassé la figure.
Parce que je pense que, si tu veux, la sensation de se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais bien voulu tenter ça, à la longue, ça, c'est très pesant, quoi. Hmm. Et tu as du mal après de profiter de ce que tu as parce que tu te dis que tu aurais dû faire autre chose. Hmm. Après, voilà, moi, je suis pas non plus de ceux qui. Parfois, tu as un peu l'ambiance coach qui te dit que voilà, ta vie, tu en fais ce que tu veux, ta vie, blablabla. Bah, c'est pas À forcément le l'américaine. cas. Voilà, ouais. Moi, j'aime pas trop ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout le monde, tu vois. Il y a beaucoup Hmm. de gens qui peuvent faire et qui ne font pas, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des gens, tu vois, c'est-à-dire que quand il y a. Moi, j'ai vu des gens, comme je t'ai dit, tu vois, des gens à la salle quand j'étudiais. Bah, tu vois, tu vas pas lui dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas vrai. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il faut qu'il mange à un moment donné, tu vois. Ouais. Il faut qu'ils mangent. Il y en a qui ils ont deux métiers pour nourrir leur famille et leur sœur et leur famille, c'est-à-dire leur famille en tant que femme et enfant et leur famille en tant que frère et sœur. Enfin, chacun a ses conditions, quoi. Mais en tout cas, mais en tout cas, il faut essayer de réfléchir, essayer de trouver des solutions. Si toi, tu veux faire autre chose que ce que tu es en train de faire là maintenant. Ne pas rester dans le statu quo si tu sens que le statu quo n'est pas ce qui te rapproche le plus d'Allah. Ouais. D'accord. Écoute, Mehdi, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. J'ai écouté un podcast hier en anglais. Et Mhm. qu'est-ce qu'il disait à la fin? J'ai bien aimé sa question. Il disait: «Si j'avais une question que j'aurais dû te poser, mais que je n'ai pas posée, qu'est-ce que ça serait?» Euh, hum, non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Peut-être moi, alors pour moi, ajouter un point d'ailleurs que je voulais ajouter quand tu m'as demandé aussi par rapport à la relation à Dieu, il y a juste deux points que j'aimerais ajouter. La première, c'est que le fait d'aller étudier la religion et le fait d'aller dans un autre pays, et notamment un pays qui, on va dire, n'a pas le même niveau de confort de celui dans lequel tu te trouves, ça te force aussi à apprendre la patience. Tu vois. Euh, et ça c'est vrai que c'était important. C'est-à-dire de relativiser les choses, tu vois, de comprendre que parfois on se plaint de choses qui sont finalement pas si catastrophiques que ça quand tu compares à d'autres personnes. Mmh. Le fait de se forcer à persévérer quand on a un objectif. Moi, je me rappelle quand j'étais arrivé, il y avait un frère qui m'avait dit, écoute, prends un papier et écris pourquoi tu es là. Comme ça, à chaque fois que tu as envie de partir, tu relis et tu vois, tu restes. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est pas, enfin, en tout cas, la vie en Égypte, euh, moi, si tu veux, j'ai préféré au fait de vivre en France. Hein, pour ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'hésitation, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et donc, le fait d'avoir un objectif, de partir pour un objectif précis, ça t'aide à tenir et à patienter pour cela. Donc, il y a ce côté-là de la patience et il y a les côtés des doigts aussi. Hein. Des doigts, subhanallah, des doigts. C'est Mmh. vraiment, non, mais c'est vraiment puissant. Je crois qu'on se rend pas compte de combien c'est puissant, combien les doigts sont puissantes. Euh, et voilà, c'est-à-dire que on a le réflexe quand on veut chercher un emploi, quand on a ceci, cela, d'aller demander aux gens qui ont des contacts, etc., ce qu'il faut faire. Mais subhanallah, le premier qui peut tout faire, c'est Allah. Quoi. Et vraiment, quand on lui demande, ben, il donne, subhanallah. Tu as tout à fait raison. On devrait toujours demander à Allah dans nos choix, surtout les plus importants. Est-ce que tu as un bouquin, un livre à recommander ou une référence, un documentaire ou une personne à suivre? Heu, Référence en Euh, français du coup parce que l'auditoire est français, francophone. oui. Euh, un livre que j'avais lu, moi j'ai lu en arabe, mais il a été traduit en français. C'est un livre de Ibn al-Qayyim, qui s'appelle Mmh. Da'u Dawa, en français, la maladie et le remède. En fait, ce livre, c'est une personne qui pose une question à Ibn al-Qayyim et qui lui dit, voilà, j'ai un péché dont j'arrive pas à me débarrasser. Mmh. J'ai essayé, j'arrive pas à me débarrasser. Comment je fais pour me débarrasser de ce péché-là? Et Mmh. Ibn al-Qayyim, il a répondu en écrivant un livre que j'ai trouvé très, très puissant. Parce que, en fait, il change complètement ta manière de voir. Si tu veux. Par exemple, il disait que c'est-à-dire qu'avant, nos prédécesseurs, lorsqu'ils avaient un problème qui leur arrivait dans la vie, tu vois, il se remet en question lui-même.
Tu vois. Alors que nous, on a tendance à dire, ouais, mais tu vois, tout le monde m'énerve et les gens, ils sont pas normaux, etc. Et pourquoi lui, il se comporte mal avec moi? Mais en fait, eux, ils se remettaient en question eux avant parce qu'en fait, ils voyaient dans les difficultés qui arrivaient dans leur vie la conséquence de leur péché à eux. Oui, Et, tu vois, ce genre de réflexion, ça change complètement la manière dont tu vis au final, quoi. d'accord. Donc, ce livre-là, La maladie, le remède, c'est un livre que je conseille. Ok, écoute, super, je le mettrai dans la description. Barakallahu fik, Mehdi. Si quelqu'un a une question à te poser concernant, je sais pas, ton parcours ou quoi que ce soit, est-ce que tu as un mail personnel à laisser? Oui, ils peuvent m'écrire à mehdikid@gmail.com. Mehdi, donc M-E-H-D-I, Kid, K-I-D, @gmail.com. Peut-être j'aurais dû donner un email plus sérieux, mais c'est pas grave, je Hmm. donnerai celui-là. C'est pas grave. Ok, écoute, Mehdi, barakallahu fik. Je te souhaite Fik. une bonne continuation, Inch'Allah. Barakallahu fik, Abdel Et Rahman. puis, Inch'Allah, qu'on se voit bientôt, peut-être à Dubaï ou si tu passes en France, j'y suis, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.